et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale et Fréquence Médiévale qui va un peu quitter les longitudes et les latitudes occidentales pour s'aventurer au Japon. On aime bien faire de l'histoire un peu décentrée et cette fois on va s'intéresser aux samouraïs. On s'est déjà un peu intéressé sur le site d'histoire et images médiévales aux samouraïs, mais cette fois on va s'intéresser aux samouraïs autour d'un livre de Julien Pelletier qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre au micro de Fréquence Médiévale, et ce livre s'appelle Samouraï avec un S, 10 destins, excusez-moi, incroyables, aux éditions Prisma. Et bonjour Julien. Bonjour. Alors est-ce que tu peux recevoir? Même s'il y a avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà un peu te présenter rapidement pour nos auditeurs et nos auditrices? Bien sûr. Alors je ne viens pas du milieu académique, du sérail. Je tiens à faire cette petite précision. Alors sans partir évidemment sur l'interminable débat sur la question de la légitimité. Je me présente plutôt en conteur et je prends évidemment plaisir à renvoyer les lecteurs vers parfois le travail ou l'œuvre d'universitaires chevronnés chaque fois que nécessaire. Ouais, alors oui, en effet, alors c'est de la grande vulgarisation. Voilà, c'est ton livre, c'est de la vulgarisation. Voilà, donc en effet, c'est un livre qui se lit bien, qui se lit vite, mais en effet, qui s'appuie quand même sur de nombreux travaux, parce que tu t'appuies par exemple sur les travaux de Jean-François Sourigui, qui est un peu le spécialiste tout à fait, en France sur les samouraïs. Il y a une petite biblio, enfin il y a des notes à la fin qui font office un peu de biblio, donc voilà, il y a quand même un peu de la réflexion par rapport à ça. Et donc, ce qui est bien, en fait, c'est pour ça qu'on t'a invité, c'est que ce livre, il n'est pas dans la légende des samouraïs, il n'est pas dans la légende sans distance. Il y a quand même, tu prends du recul, t'expliques, tu mets en perspective, quand même. Voilà. Or, tu prends 10 destins de samouraïs qui s'étendent en fait du XIIe siècle jusqu'au XIXe, en fait, avec donc celui qu'on appelle le dernier samouraï. On y reviendra un peu plus tard. Alors, déjà, pourquoi tu t'es intéressé à ça, et puis après, pourquoi tu as choisi tel ou tel personnage dans ce livre? L'intérêt il naît dès l'enfance, alors pas tellement pour les samouraïs, mais pour l'idée de chevalerie, une idée d'ailleurs qui nous rassemble un peu, puisque je connais le travail d'histoire et images médiévales et qui approfondit cette question. Cette idée de chevalerie, il me semble, je découvre en tout cas jeune adulte, que les samouraïs l'ont sans doute poussée à son paroxysme. C'est ceux qui l'ont théorisée, qui ont essayé de la magnifier, de la sublimer. Je pense encore davantage peut-être que nos pro-chevaliers médiévaux. Et puis donc de cette découverte, de ce quasi coup de foudre amoureux, j'en parle un petit peu dans l'introduction, va naître dans un premier temps une espèce de boulimie de lecture. Je lis quasiment tous les livres que je trouve à ce propos-là, et il se trouve que une grande partie de cette bibliographie, elle est quand même fondée sur la légende, sur le mythe du samouraï. Elle est très imprégnée par la pratique des arts martiaux, et le travail historique fait parfois défaut. Et je finis par me lancer moi-même en tant que passionné dans cette recherche qui va m'amener à voir un petit peu l'envers de la médaille. C'est ça que tu montres bien, encore une fois, c'est que quand même cette mythologie sur les samouraïs, cette idée justement que c'est des chevaliers, la construction de ce qu'on appelle le bushido, donc la voie du guerrier, en fin de compte, c'est des constructions tardives, même si on voit des prémices au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, mais ça se fixe beaucoup à l'époque Edo, notamment à l'époque Edo. Donc, il faut rappeler un petit peu évidemment l'époque Edo, donc XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, c'est ça, début ce qui correspond un peu à nos temps modernes à nous, avec donc l'affirmation d'un État assez fort autour du shogunat, et en fait là c'est une époque où les samouraïs sont un peu en retrait. Plus ceux qui sont mis en avant, c'est plus les lettrés. Et tu as, donc, et toi tu t'en parles bien d'ailleurs, tu as justement pendant cette période-là une création en fait de mythes de samouraïs, des personnages qui sont mis en avant, qui théorisent notamment le bushido, qui théorisent aussi les arts martiaux, et c'est moins le cas avant en l'occurrence. Oui, tout à fait. On est dans les aspects très pratiques et militaires cèdent place à des considérations plus théoriques, plus philosophiques. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces considérations philosophiques, elles émanent de guerriers qui doivent repenser leur position sociale alors même qu'ils n'ont plus de guerre à livrer. Et la domination qui était logique auparavant doit retrouver une légitimité qui va être fondée effectivement sur le bushido, sur des principes chevaleresques plus ou moins respectés auparavant. Alors il y a deux exemples, je trouve, qui sont fascinants, et t'en parles. Alors c'est des exemples connus au Japon évidemment, mais beaucoup moins connus en Occident. Quoique, en fait, il y a déjà Miyamoto Musashi, qui est né vers 1584 et qui est mort en 1645, et qui est l'inventeur en fait d'un
style d'arts martiaux du combat à deux sabres. Alors là, j'ai plus la terminologie. Il semblerait qu'il soit pas l'inventeur de la seule école à pratiquer le combat à l'aide de deux sabres, mais en tout cas c'est celui qui va rentrer dans la légende et le répandre à travers le monde. Voilà, et là on est à une époque justement, là on est dans une espèce de création d'arts martiaux, hein, et alors qu'en fait le type c'était un mercenaire, c'était je crois que tu emploies le terme spadassin en fait en l'occurrence. Ouais, tout à fait. Ouais. Il combat d'ailleurs, il est dans les perdants en fait de la grande bataille qui marque le début du shogunat Tokugawa, donc Sekigahara, ouais, donc en 1610 si je me souviens. 1601, voilà, ouais, attention. 1600. 1600 tout court, pourtant c'est facile à retenir, 1600. Changement de siècle et changement de donne aussi politique. Et voilà, et donc lui après, parce qu'après, il n'y a quasiment plus de guerre, hein, c'est le shogun, Tokugawa met en fait la société sous coupe réglée, hein, donc voilà, c'est lui qui dirige. Il fonde une nouvelle capitale à Edo, qui va devenir Tokyo. Il force tous les aristocrates à venir 1 an sur 2 dans la capitale. Et là, on a presque un travail à la Louis XIV, quand Louis XIV amène donc les aristocrates, les nobles à Versailles. Et donc là, par contre, les samouraïs guerriers n'ont quasiment plus de rôle en tant que tel, hein. Alors qu'au XVIe siècle, ils étaient extrêmement présents, vu qu'on était en pleine période de guerre civile. Et donc, ce Musashi, lui, se reconvertit un peu en maître d'armes, quelque part. Hein. Et il théorise, il écrit un bouquin, je crois. Alors, c'est ce qu'il cherche, comme les plus talentueux parmi les guerriers, cherchent des places de maître d'armes, faute d'avoir d'autres combats à livrer. Ils souhaitent louer leur lame auprès de seigneurs qui cherchent donc à enseigner l'escrime, ou bien eux-mêmes à l'apprendre, ou à l'enseigner à leur progéniture, à leurs héritiers. Musashi est l'un d'eux. Il tente de se faire embaucher par la maison shogunale. Il va échouer à 2 reprises, puisqu'il retente sa chance un peu plus tard. Alors, est-ce que ce sont les manigances de ceux qui détiennent déjà cette charge, qui évidemment, outre les aspects pratiques et pécuniers, est aussi importante politiquement, mais qui lui refuse en tout cas d'entrer dans le cercle des proches du shogun? C'est possible, c'est une éventualité, mais on doit aussi considérer le fait qu'il n'était peut-être pas si brillant qu'il a bien voulu le dire. Bon, le fait est que, a priori, si on se fonde sur son propre récit, il n'a jamais été vaincu. Et effectivement, vers la fin de sa vie, il se retire pour écrire un traité d'escrime, mais ça n'a rien d'un cas très particulier, quoi. Beaucoup de grands escrimeurs de l'époque ont procédé de la même façon. L'un des plus célèbres, c'est Yagyu Munenori, qui est justement l'un des instructeurs de la maison Tokugawa, et qui va laisser lui aussi en héritage un manuel d'escrime très, très reconnu. Voilà. Alors le traité d'escrime de Musashi, c'est le traité des 5 roues, c'est bien ça. Voilà, donc, qui est encore même édité en poche aujourd'hui d'ailleurs, puisque c'est devenu hyper célèbre. Mais pourquoi Musashi justement est aujourd'hui très célèbre? Parce que je crois même que t'en parles dans c'est chapitre 8, donc t'en parles, t'as même une ville au Texas qui lui a consacré, qui lui a fait une petite une espèce de, et il y a même San Antonio, donc qui lui a consacré une espèce de petite plaque, la plaque dit honneur à Musashi qui a su nous atteindre par-delà l'espace et le temps. Alors pourquoi Musashi d'un coup est devenu quelqu'un d'extrêmement célèbre? Je pense que ça n'est pas tant Musashi que la version transfigurée, romancée par Eiji Yoshikawa au début du XXe siècle, qui a su nous atteindre à travers le temps et l'espace. Musashi est un personnage historique, on sait qu'il a existé, même si beaucoup de zones d'ombre demeurent quant à son histoire. Il disparaît un petit peu en 1645, mais il va ressurgir assez régulièrement dans la littérature populaire, dans l'imagerie populaire aussi, dans les estampes. Et on le voit. Siècle, tu t'en parles. Voilà, là c'est au XVIIIe et XIXe siècle, en particulier au milieu du XIXe siècle. Et puis sa véritable heure de gloire, il la connaît donc sous la plume de ce romancier japonais, juste avant-guerre, dans les années 30. Je précise le titre, c'est La pierre et le sabre, qui était traduit il n'y a pas si longtemps que ça en français. J'avais acheté dans les années 80 et c'est maintenant publié encore en poche chez J'ai lu. Je crois. C'est un énorme succès. Ouais, c'est un énorme succès. Au Japon, il faut comprendre que, d'ailleurs, les gens font la comparaison avec Alexandre Dumas à juste titre, parce que c'est un roman qui est paru dans un gros journal japonais, c'est la Asahi Shimbun. Absolument, donc sous forme de feuilleton. Sous forme de feuilleton. Et puis maintenant, je crois que c'était il y a 10, 15, 20 ou 30 millions
millions d'exemplaires du bouquin qui ont été vendus. C'est un best-seller incontournable, absolument. Et en effet, par contre, cet auteur, hein, donc, dans les années 30, c'est un contexte bien particulier. Par contre, ça t'en parle bien. Donc, oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Musashi est une figure un petit peu controversée, hein, même au Japon, au sens où le personnage est récupéré, il forme une espèce de trait d'union en fait en tant que chevalier errant, on va le comparer en tout cas à nos chevaliers errants, il forme une espèce de trait d'union entre le peuple et puis la vision que le pouvoir de plus en plus militariste du Japon souhaite imposer à la nation pour la militariser précisément et la préparer à la guerre. Donc ce samouraï redresseur de tort qui parcourt l'archipel en quête de perfection, ascète, toujours soucieux de se forger un corps et un talent et des compétences martiales plus redoutables, il est évidemment transmué en japonais parfait et érigé en modèle par une certaine partie de l'intelligentsia soutenue par le pouvoir, en effet. Ouais, d'ailleurs, il y a même un cuirassé. Hein, tu dis, on n'est pas trop sûr, mais je pense que non, c'est plutôt la province de Musashi, mais on peut considérer que voilà, l'ambiguïté était quand même assez limpide en fait. Je suppose. Un super cuirassé, donc japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il y a un film qui a été fait. En plus, le roman La Pierre et le Sabre a été interdit au moment de l'occupation américaine en 1945, et puis après, il a finalement été réédité, mais dans des versions un peu expurgées, parce qu'en effet, c'était quand même assez militariste la version des années 30. Et puis bon, aujourd'hui, il y a même un film qui a été fait, je crois, avec Toshiro Mifune, hein, donc, qui est un des... Oui, il y a plusieurs adaptations assez connues, sous plusieurs, alors à l'écran, en bande dessinée, en jeu vidéo. Musashi est un petit peu partout, resservi à toutes les sauces. Et c'est pas le seul personnage, et ça c'est un personnage qui est moins connu en Occident, mais qui est aussi très connu en France. Alors, je vais devoir un peu me concentrer pour prononcer le nom, parce que c'est Kusunoki Masashige. Voilà, donc c'est un samouraï du XIVe siècle. Et donc lui, c'est pareil, c'est devenu une grande figure du nationalisme japonais 19e, 20e siècle, au moment où justement le shogunat est renversé pour faire place à nouveau à un régime impérial. Voilà. Alors, est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce personnage qui est assez fascinant en fin de compte, hein, qui a une vie... Masashige, tout le monde le connaît, enfin tous ceux qui ont eu l'occasion et le plaisir de se rendre au Japon le connaissent, puisqu'ils ont sûrement fait une petite escapade sur la grande esplanade qui conduit au palais impérial, l'ancien palais shogunal devenu palais impérial, et devant laquelle trône une grande statue équestre. C'est celle donc de ce Kusunoki Masashige qui s'est illustré au début du XIVe siècle. Alors ce personnage, il est effectivement réhabilité et récupéré au début du XXe siècle et dès la fin du XIXe siècle, parce qu'il se trouve que c'est l'un des seuls samouraïs dans l'histoire à soutenir la cause de l'empereur. Par définition, les samouraïs sont plutôt au service du shogun, qui est le commandant en chef, le généralissime de leur classe sociale, de leur caste. Et à la fin, il y a toujours eu une espèce de concurrence dès le départ, dès la formation du gouvernement militaire aux mains du shogun. Il y a une concurrence politique entre la cour impériale, 12e, 13e siècle, exactement, à la fin de la guerre des Genpei, donc en 1192, le Bakufu, le gouvernement sous la tente, le régime de Kamakura, aux ordres duquel se trouvent tous les guerriers du pays, le shogunat, le shogunat se forme. Il est en concurrence avec la cour impériale, qui détenait jusqu'à présent la mainmise sur le pays. Et puis, qui en plus c'est une concurrence géographique en plus. C'est une concurrence géographique en effet, puisque alors la capitale impériale c'est Heian-kyo, la future Kyoto. En tout cas, ce sont des villes qui sont plutôt dans ce qu'on appelle actuellement le Kansai, c'est-à-dire une plaine au centre du pays qui regroupe. Maintenant, c'est une gigantesque agglomération qui relie Kyoto et Osaka. Et puis donc le pôle d'opposition, c'est le Kanto, la plaine du Kanto, qui environne l'actuel Tokyo. Déjà, on sent un petit peu cette rivalité entre ces deux foyers géographiques et politiques. Et donc ce régime-là, qui a la mainmise sur les samouraïs, va asseoir son autorité au fil du temps, mais évidemment la cour impériale ne se laisse pas déposséder sans combattre. À plusieurs reprises, elle va tenter de recouvrer la haute main sur les affaires de l'État. Elle va échouer, mais l'une des tentatives qui vont aller le plus loin, c'est ce qu'on appelle la restauration Kenmu, dont Kusunoki Masashige est le champion. Donc elle ne dure que 3 ans, 1333-1336, c'est dire que les temps ont vraiment changé et que l'empereur ne recouvrera pas ses prérogatives politiques avant le 19e siècle, mais il se trouve que cette petite parenthèse, elle va être vécue et réinterprétée au 19e siècle comme une sorte de prémisse. Les samouraïs se sont ralliés derrière, certains samouraïs du moins se sont ralliés derrière la bannière de l'empereur. L'empereur a échoué, mais il est voué évidemment à recouvrer son pouvoir. Et surtout, en fait, c'est ce qui va frapper encore plus au 19e siècle, ce qui va servir de modèle, c'est la fin
Masashi. Oui, en plus, évidemment, il se donne la mort dans une espèce d'apothéose sublime, seul contre tous. Il a livré une bataille qu'il savait perdue d'avance, mais sa loyauté le conduit à la livrer quand même, après avoir exprimé ses doutes sur la stratégie suivie. Mais le souverain lui ordonne de combattre, de livrer bataille malgré tout. Il s'exécute, il y perd la vie. Bref, c'est ce type de figure dont parle bien La noblesse de l'échec, qui est l'un des textes fondateurs aussi à ce niveau-là, et qui évoque le personnage un petit peu sublime de cette mort au champ d'honneur, dans le sacrifice ultime. Ouais, et voilà, et en plus, voilà, donc c'est semble-t-il de lui que vient l'expression cette vie pour l'empereur, en plus, et qui est une expression qui va revenir dans le nationalisme japonais au XXe siècle. Ouais. Là, c'est pareil, t'en parles bien, notamment avec donc un auteur qui est assez connu, c'est Yukio Mishima, donc qui est un auteur qui est d'extrême droite, qui se tente un coup d'État, mais qui était perdu d'avance en 70, et qui se donne la mort en disant en fin de compte la même chose. Et alors d'ailleurs c'est pareil, tu t'expliques un peu aussi t'en parles un peu sur cette notion de mort volontaire. C'est pas quelque chose, et puis d'ailleurs Sourier en fait en parle aussi bien c'est pas quelque chose qui est une évidence. En fin de compte, nous on prend ça comme une évidence. Les gens au Japon, ils se sont toujours fait seppuku, donc voilà, enfin seppuku c'est le vrai terme, parce qu'on emploie souvent harakiri, mais en fait c'est une mauvaise lecture. Mais en fin de compte, pas tant que ça. C'est pas tous les samouraïs se faisaient pas ça dès qu'ils échouaient dès qu'ils échouaient une mission et tout. Évidemment, sinon ça aurait été un véritable massacre. Il serait plus resté beaucoup de samouraïs. Et il y a d'autres personnages qui ont attiré mon attention. Alors, tu parles de plusieurs grands personnages du XVIe siècle parce que c'est vraiment la grande époque des combattants, des généraux. Il y a une espèce de course au shogunat entre les différents clans, et ce qui va donner de très grands films au XXe siècle, avec notamment les films de Kurosawa, notamment Kagemusha, Ran, Ran, les grandes fresques, les grandes épopées. Mais par contre, tu parles de personnages qui ont vécu avant, et notamment il y a un chapitre qui a attiré mon attention, parce que c'est quelque chose dont j'aime bien parler, c'est Tomoe Gonzen. Alors, est-ce qu'on peut en parler aussi, parce que c'est quand même assez étonnant. Je ne connaissais pas personnellement ce personnage, qui est une femme combattante. Oui. Alors je me permets une petite parenthèse sur le seppuku dont on a parlé très brièvement. Ouais. C'est vrai qu'on a, grâce au travail de certains auteurs vraiment très récents, on s'aperçoit que le seppuku était peut-être pas aussi répandu qu'on l'a longtemps imaginé, et qu'il est vraisemblable qu'à de nombreuses reprises on ait juste pratiqué une sorte de simulacre d'exécution avec une arme de bois, et qu'en fait le condamné était exécuté. Il faut comprendre que la question elle est essentiellement symbolique. Alors le véritable seppuku, on est quand même assisté par un exécutant, par un bourreau, qui en plus, si on veut rentrer dans les détails un peu macabres, doit être un fin psychologue, puisqu'il faut évidemment intervenir au moment précis. Si on intervient un petit peu trop tôt, le supplicié risque de laisser échapper, de manifester sa douleur, et donc de se déshonorer, et ce sera le dernier geste qu'il accomplira dans cette vie. Et si on intervient trop tard, c'est la même chose. Donc voilà, il faut très bien connaître la substance du rituel. Mais il s'avère qu'effectivement, on s'aperçoit que parfois l'important était de mourir une arme à la main, fût-elle factice. Maintenant, pour parler un petit peu de Tomoe Gonzen, oui, c'est un personnage absolument fascinant. Alors c'est l'un des très rares personnages de guerrières qui figurent dans les chroniques japonaises. On reconsidère maintenant, un petit peu comme on le fait d'ailleurs, me semble-t-il, dans l'historiographie médiévale européenne, on commence à reconsidérer un petit peu le rôle militaire de la femme. On s'aperçoit qu'il a peut-être été gommé des chroniques pour asseoir la position jugée naturellement dominante du mâle. Mais Tomoe Gonzen, oui, en effet, est présentée vraiment comme une guerrière intrépide. Et puis le mystère, c'est que on nous la présente ainsi. Or, son compagnon, son frère de lait, c'est comme ça qu'il est présenté, et probablement amant, très vraisemblablement amant, disparaît parce qu'il ne souhaite pas mourir aux côtés d'une femme. Donc, ou bien c'est là où il y a une espèce de mystère, et qu'on suppose des ajouts apocryphes.
D'accord, et en plus, alors c'est un personnage qui, pareil, qui ressort à l'époque contemporaine aussi. Enfin, ça, par contre, c'est plus récent, je pense. Donc il y a des romans qui ont été adaptés par rapport à ce personnage. Il y a aussi une espèce de manifestation publique où il y a une jeune femme qui s'habille en Tomoe Gonzen, donc qui vient, qui est représentée. Donc c'est un personnage extrêmement fascinant. Et d'ailleurs, tu parles aussi d'un historien britannique qui s'appelle Stephen Turnbull, qui dit qu'en fait il y a des tests génétiques qui ont été effectués sur des têtes exhumées donc de théâtres funéraires sur 3 champs de bataille distincts, qui ont révélé une forte proportion de combattantes. Alors après, ça c'est là-dessus justement que c'est un chantier en cours. Voilà, on n'a pas de exactement, c'est très difficile de tirer des conclusions. Voilà. Turnbull d'ailleurs qui fait également de la vulgarisation se base sur les travaux d'archéologues vraiment récents, hein. Mais on s'aperçoit qu'en tout cas le dossier doit être réouvert et réexaminé, et la position des femmes et le rôle des femmes, même du strict point de vue militaire, pourrait bien être beaucoup plus important qu'on l'a longtemps soupçonné. Ouais. D'accord, en tout cas c'est un chantier qui est intéressant. Alors même si en Occident médiéval, en fait, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas du tout le cas, hein. Même s'il y a quelques exemples, hein, de femmes combattantes, ça reste plus du fantasme, plus de l'exception, hein, que de la réalité. Voilà, en tout cas en Occident médiéval chrétien. Voilà, après, on ne va pas relancer le débat là-dessus. On aura, je pense, l'occasion d'y revenir dans de prochains numéros de Fréquence médiévale. Passons. Alors voilà, donc et il y a d'autres. On pourrait faire un à un tous les personnages, mais on est aussi pris par le temps. Mais il y a aussi un autre. Alors c'est pas vraiment un autre personnage. Enfin, allez, on va parler de 2 autres personnages. Il y a ces personnages il y en a plusieurs, donc qui tournent autour de la légende des 47 renins. Alors ça, c'est pareil, c'est assez connu parce qu'il y a plein de films. Dans les jeux vidéo, c'est hyper présent. Dans les jeux de rôle, pareil. Dans la fantasy, pareil. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ces personnages? Là, on saute des époques à nouveau. On revient donc au XVIIe, XVIIIe siècle, donc à cette époque shogunale où en fait, en fin de compte, il n'y a plus trop de guerriers, sauf que là, va y avoir quand même quelque chose qui va se passer. Donc à la fin du XVIe et XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Oui, l'épisode a lieu au tout début du XVIIIe siècle. Alors il y a évidemment la version historique et la version romanesque, mais ce qu'on peut tenir pour sûr, c'est qu'un jeune seigneur donc est mandaté par la cour impériale pour recevoir des émissaires, est mandaté par la cour du shogun pour recevoir des émissaires impériaux. Donc il faut évidemment qu'il soit parfaitement au fait de l'étiquette, qu'il se conforme à tous les rites, et pour ce faire, on lui adjoint les services d'un maître de cérémonie, d'un ministre des rites, qui, en tout cas, c'est ainsi que la légende va le présenter, est un être assez cupide, hein, et qui souhaite monnayer ses services. Le jeune seigneur ne comprend pas les appels du pied que le maître de cérémonie lui fait. Et ça se termine assez mal, hein, par une espèce de règlement de compte dans les couloirs, puisque le jeune seigneur se retrouve humilié. Il n'accomplit pas tout à fait son office dans les règles de l'art. Il souhaite se venger de ce maître de cérémonie qui ne l'a pas bien formé. Il tire donc son sabre et le blesse, ce qui est une atteinte absolument capitale, hein, dans le palais du shogun. Il est donc condamné à souffrir le ventre sur le champ, ce qu'il fait. Et voici que ces vassaux se retrouvent privés de maîtres. Ils sont donc devenus des ronin, des ronins, des samouraïs sans maître. Ils sont beaucoup plus nombreux. Ils ne sont pas seulement 47, mais 47 d'entre eux vont répondre à l'appel de leur chef, hein, de celui qui va prendre la tête de cette conjuration visant à venger l'honneur de leur défunt seigneur. Alors ils se font oublier pendant longtemps. Ils s'affichent pour certains au bras de filles de joie. Ils boivent plus que de raison. Enfin bref, ils font tout pour que leur ennemi baisse sa garde et licencie une partie de ses gardes du corps jusqu'à l'heure de la vengeance, où effectivement les 47 ronins finissent par pénétrer dans la demeure de Kira, du méchant, l'abattent, apportent sa tête tranchée sur la tombe de leur maître, et ensuite doivent subir évidemment le procès pour avoir attenté à la justice du shogun. Et c'est là justement que la question politique et historique se pose, c'est que ces hommes
quelque part, pose une vraie question de fond au régime militaire. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont suivi les préceptes du Bushido, c'est-à-dire qu'ils ont vengé leur seigneur, ils ne s'en sont pas laissés abattre, ils avaient un devoir absolu de vendetta et de vengeance qu'ils ont accompli, mais de l'autre, ils ont porté la main sur un représentant de l'État. Donc, il y a une espèce de débat qui agite les cercles du pouvoir à ce moment-là, et on finit par opter pour une espèce de position intermédiaire, c'est-à-dire qu'on les autorise à pratiquer le seppuku. Ils ne sont pas exécutés comme des criminels de droit commun, ils préservent leur honneur de guerrier, et donc ils vont devenir de grands mythes nationaux et qui sont encore très très présents et très vénérés et très populaires au Japon. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, c'est pareil, encore une fois. Alors en plus, c'est en fait cette image là de personnes exécutées à tort et tout. Tu retrouves par exemple ça dans le film Harakiri, hein, donc 1960, où c'est quasiment la même chose. Hein. Enfin voilà, c'est un jeune homme qu'on oblige à se suicider avec un sabre de bois, puis c'est son beau-père qui va venir le venger, ou son père, je me rappelle plus. Voilà. Mais c'est aussi, encore une fois, l'image des 47 Ronins va aussi être récupérée par le régime militariste pour insister. On insiste aussi sur le côté justement sacrifice par rapport au maître, et c'est quelque chose qui est assez fascinant aussi, parce que ça continue. Enfin, c'est un mythe qui est très fort au Japon, mais au-delà, hein, je crois qu'il y a un dernier film qui est adapté il y a 2-3 ans. Alors là, c'est vraiment, ça n'a quasiment aucun rapport avec l'histoire. Ouais. J'ai pas du tout compris. Enfin, pour les amateurs de jeux de rôle, je pense qu'ils vont beaucoup s'amuser. Enfin, voilà, il y a des qualités par ailleurs, mais qui est assez éloigné de fantastique, des choses comme ça. Voilà, avec Keanu Reeves. Voilà, mais voilà, il y a quand même cette estampe, enfin cette estampille 47 Ronin. Je pense que c'était un peu pour c'est vendeur. Ouais, c'est vendeur, évidemment. Et dernier personnage qui marque un peu la fin du livre, et qui marque, en fait, on va dire en termes symboliques, donc cette période des samouraïs, c'est Saigo Takamori, hein, donc qui est mort en 1877, et qu'on peut voir adapté en personnage dans le dernier samouraï avec Tom Cruise. Hein. C'est pareil, c'est un personnage assez fascinant, parce que là il y a une imagerie, par exemple, dans le film il y a l'imagerie, donc les samouraïs combattant encore en armure du XVIe siècle en sabre face à une armée moderne. Il y a une comparaison assez nette entre les Amérindiens et les samouraïs. Bon, évidemment, dans la réalité c'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors déjà, il faut démêler un peu le politique, hein, donc faut expliquer un peu la situation. C'est le retour de l'empereur, hein, donc on est fin 19e siècle, c'est le début de l'ère Meiji. Et donc, il y a quand même des gens qui restent, notamment beaucoup de samouraïs, qui sont partisans encore du shogunat. Oui, mais ça n'est pas du tout le cas de Saigo Takamori, justement, qui est l'un des principaux artisans du retour de l'empereur. On a parlé très brièvement tout à l'heure de la bataille de Sekigahara, à la suite de laquelle les Tokugawa vont instaurer leur régime, qui va durer donc plus de 2 siècles et demi. Hein, de 1603, c'est le couronnement, si j'ose dire, le sacre. Hein, le fondateur de la lignée devient shogun, et leur règne va durer jusqu'en 1868. Et donc les clans vaincus à cette bataille vont être parmi les moteurs du retour de l'empereur. C'est ça qui est intéressant, c'est de montrer en fait qu'en fin de compte, c'est des clans qui ont quelque part été mis de côté pendant 2 siècles et demi, qui vont en fait pousser. En fait, le but c'est c'est une espèce de vendetta de 2 siècles et demi contre les Tokugawa, en fait. Hein, c'est ça le truc. En fait. Oui, ils ont beaucoup perdu à la fois économiquement et politiquement. Ils ont beaucoup perdu au change, hein, bien sûr, mais ils ont conservé une certaine autonomie, une certaine indépendance, notamment parce qu'ils sont ce qu'on appelle les Tozama Daimyo, c'est-à-dire les seigneurs de l'extérieur. Leurs fiefs sont plus éloignés, donc sont peut-être moins susceptibles d'être contrôlés de près par le gouvernement central, même s'ils doivent effectivement faire des allers-retours très réguliers à Edo et laisser leur famille. Et donc c'est eux qui vont être un petit peu l'âme de la révolte, qui porte le jeune souverain Mutsuhito, le futur Meiji, au pouvoir. Mais il est très jeune, hein, c'est un tout jeune homme, donc il est évidemment pas du tout en âge de régner. C'est donc une espèce d'oligarchie qui se met en place et qui règne en son nom, et ce gouvernement est déchiré par des rivalités profondes. Hein. Une fois que le pouvoir a été conquis, que l'armée du shogun a été balayée, que les Tokugawa ont été renversés, des dissensions se font jour entre 2 grands partis. L'un des partis est donc conduit par Saigo Takamori, qui est devenu maréchal des armées, un peu commandant en chef de la nouvelle armée impériale. Donc cette armée moderne, il a en grande partie contribué à la former. Contrairement à ce qu'on voit dans le film, on le laisse un petit peu deviner dans 1 ou 2 séquences, quand on présente ce général qui lui aussi est un samouraï. Enfin, ça rentre pas dans la complexité que le thème exigerait, mais on comprend quand même qu'il y a des samouraïs dans les 2 camps, qu'ils forment évidemment l'ossature, l'encadrement des 2 armées.
et qu'ils sont tout à fait en mesure d'utiliser des armements modernes. Il se trouve qu'ensuite, par les hasards de la logistique et les bons calculs diplomatiques et militaires des uns et des autres, la révolte conduite par Saigo Takamori va échouer, mais il n'est pas du tout réfractaire à l'usage des armes à feu modernes. Il en compte d'ailleurs un certain nombre au service de son armée. C'est d'ailleurs la tentative de saisie de l'arsenal de Kagoshima, d'où part la révolte par les autorités du shogun, qui met le feu aux poudres, très littéralement. Les élèves de Takamori comprennent bien le message. L'idée est clairement de les priver de poudre pour leurs armes, et donc ça sonne le branle-bas de combat et le début de la révolte. Révolte qui est réprimée très sévèrement, et Saigo Takamori, tout grand chef qu'il est présenté dans la légende, en tout cas dont le personnage est entouré, est quand même largement battu par les généraux de l'armée impériale, de la toute jeune armée impériale. Alors oui, bien sûr, puis en plus, c'est ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans cette restauration Meiji, tu vas avoir, en fait, tu as deux côtés des samouraïs. Tu as des samouraïs qui vont être du côté du shogun parce qu'ils veulent garder, enfin, ils sont proches de Tokugawa, puis après, d'autres qui vont prendre le parti de l'empereur en espérant, en fait, en fin de compte, réinstaurer une forme d'oligarchie ou en tout cas de shogunat plus ou moins. Alors, je pense que c'était un peu le but, à leur bénéfice. Mais en fin de compte, l'ère Meiji va accoucher d'un régime complètement nouveau, extrêmement occidentalisé, parce que ce qui a provoqué en fait cette révolution Meiji, c'est l'arrivée des Occidentaux, notamment des Américains, dans les années 1850. Et en fin de compte, c'est là ce qui est fascinant, c'est que dans le Japon, on va dire fin 19e, début 20e siècle, alors que le mythe du samouraï, où en fait le modèle de samouraï s'était réservé avant, sous le shogunat et encore plus avant, à une élite, et bien là ça va être diffusé dans l'ensemble de la population, d'où en fait en fin de compte, et ça je trouve que tu le montres bien, cette espèce de récupération de toutes les figures, donc que ce soit Masashige ou d'autres figures après, où en fait on va dire, tenez, vous devez, même si vous faites partie du peuple, même si vous êtes des paysans ou des ouvriers, vous devez vous comporter comme des samouraïs en fait. Oui, on en retrouve même, comme le dit Robert Calvé, on en retrouve même la trace de ces valeurs des samouraïs dans le code civil de la fin du 19e siècle, donc c'était tout un symbole. Effectivement, ces valeurs vont complètement se diffuser dans toute la population en vue de commencer une espèce de militarisation militarisation nationale, mais qui n'est pas du tout perçue. Il faut vraiment éviter tout anachronisme et se resituer dans le contexte de l'époque. Le Japon vient de voir le dépeçage en règle du grand frère chinois, qui a toujours été un peu la puissance tutélaire asiatique, même si le Japon avait une position particulière. Donc évidemment, tout le monde souhaite échapper au sort qui a été réservé à la Chine et à pratiquement tout le reste d'ailleurs de l'Asie par les Occidentaux. Le Japon fait figure d'exception. Il se met donc à l'école de l'Occident. Et qu'est-ce qui fait d'un pays puissant qui va compter dans le concert des nations à l'époque? C'est une armée forte, un régime considéré comme moderne et disons une monarchie parlementaire dans le meilleur des cas, en tout cas parmi les modèles qui sont étudiés au Japon, et puis un empire colonial. Donc le début de la maintenant considérée comme désastreuse aventure coloniale japonaise, il est quand même... Oui, c'est une imitation de l'Occident. Il est conçu comme une imitation du modèle occidental, et pas du tout perçu comme illégitime ou comme agressif. Et tout comme dans les années 30, en fin de compte, le régime militariste va prendre des éléments du fascisme occidental, pour dans la continuité. Dans la continuité. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que le modèle de samouraï se retrouve aussi, et ça dès le début du XXe siècle, et encore plus dans les années 50, au moment de la reconstruction, se retrouve aussi dans les grandes entreprises japonaises, parce que ces grandes entreprises, alors c'est les Zaibatsu, c'est ça, donc Zaibatsu, oui. Excuse-moi. Ont été fondées fin 19e par des familles de samouraïs en partie en plus. Oui, pour bonne partie en effet. Donc il y a cette espèce d'éthique transformée, modifiée, mythifiée du samouraï qui se retrouve aussi dans l'entreprise. Alors ça, t'en parles pas trop, mais ça se voit aussi un peu dans la cité japonaise où en fait le cadre, où l'employé modèle, il se sacrifie jusqu'au burn-out d'ailleurs pour sa boîte, pour des choses comme ça, quoi. Écoute Julien, merci. On a débordé un peu du temps, mais bon, ça c'est quand le sujet est passionnant, ça arrive souvent. Je rappelle le titre de ton excellent bouquin, qui encore une fois se lit très bien, vu qu'en effet c'est un livre de vulgarisation, qui prend des comme ça, qui fait 10 courtes biographies de samouraïs connus ou moins connus. Et donc je rappelle le titre de ce livre, Samouraï, 10 destins incroyables, qui vient d'être édité aux éditions Prisma.
Prisma et qui est disponible pour le prix modique de 17,95 €. Merci Julien et rendez-vous une prochaine fois pour un autre livre sur les samouraïs ou sur, je sais pas, on verra. C'est moi qui vous remercie et oui, j'en serais très heureux.